vie avec Barbe Bleue racontait aussi son siècle. Et puis ça m'a énervé que Barbe Bleue soit immortelle. Donc en fait, je me suis dit non, c'est le masculin qui est immortel. Donc je me suis dit, c'est pas grave, en fait, elles n'auront pas affaire au même homme, mais elles vont raconter à la contemporaine ce que c'était que d'être une femme au XIIe siècle, au XIVe siècle, au XVIe et tout. Donc c'était... Et petit à petit, comme ça, j'ai dégringolé, je suis allée voir l'histoire des femmes, Perrault, Duby, je me suis lancée là-dedans, j'ai lu, et au détour de cette histoire, je suis tombée sur les recluses, les femmes emmurées volontairement dans 1 mètre carré, dans les cimetières pour prier Dieu, sous les ponts et tout, puis d'autres plus argentées, nobles, emmurées dans des endroits un petit peu plus confortables, 4 mètres carrés, allez hop, avec une tombe creusée dans laquelle elles pouvaient dormir jusqu'à la mort, emmurée. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que moi, ma contemporaine qui écoute toutes ces femmes, elle est enfermée dans cet espace sombre et noir. Et donc, je me suis dit, il y a une sorte d'écho. Et donc, j'ai commencé à faire parler la premier fantôme. Et le premier fantôme, ça a été Esclarmonde. Et quand elle a commencé à parler, et c'est là où il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Puisque j'ai commencé à la faire parler, j'avais très envie de la faire parler. Je me suis hyper documentée sur le XIIe siècle. J'étais partie, mais à fond. Et puis j'ai commencé à la faire parler. Et quand elle a parlé, elle a utilisé une métaphore. Moi, j'ai utilisé. Nous avons, ensemble. Elle parle de sa fenestrelle, qui est la fenêtre grillée, avec des barreaux par laquelle on lui passe sa pitance. Et on change sa litière. Et elle dit que c'est sa bouche de pierre. C'est devenu sa bouche de pierre parce qu'elle a pu parler aux pèlerins. Et c'est devenu même son unique orifice. Et là, je me suis dit, ah oui, elle va sentir le parfum d'une rose par ses narines. Elle va entendre, écouter les pèlerins par son oreille. Elle va voir une petite fraise des bois par ses yeux. Elle va parler parce qu'en fait, elle va donner des ordres. Elle va avoir une force. Elle va conseiller. Et, comme je suis un peu tordue, je me suis dit, si c'est son unique orifice, c'est aussi son sexe. Et j'ai imaginé qu'un enfant, elle allait entrer enceinte, qu'elle allait accoucher, et qu'ensuite, il faudrait que l'enfant sorte du ventre de pierre. Donc il devrait sortir par cette fenestrelle. Et alors là, j'étais fichue, parce que justement, je suis restée au XIIe siècle pendant 200 pages. Non, pendant un certain temps. Je suis restée coincée dans mon reclusoire au XIIe siècle et en fait elle est devenue l'héroïne du roman. Et du coup, la deuxième femme, j'avais prévu, c'était une petite fille au XIVe, et ben elle a eu droit à son roman aussi, et donc je me suis lancée dans le XIVe siècle. Mais maintenant, j'adore l'époque médiévale, j'adore, et c'est fini. Non, j'arrête parce que... Non, j'arrête. Ouais, non, j'arrête. Et ben j'ai arrêté. Ah, je te jure que non, là j'ai arrêté. Je viens de finir mon prochain roman qui sortira normalement à la rentrée littéraire donc prochaine. Et ça n'est pas l'époque médiévale. Non, c'est fini. Ah, c'est extraordinaire parce qu'après tout le monde toque des livres de l'époque médiévale. Tout le monde... Voilà, on t'invite sur des trucs, sur des plateaux historiques ou machin. Mais non, en fait, je me suis énormément documentée, c'est vrai, énormément. C'est même pas comme quand on fait un exposé, parce qu'on doit vivre dedans. Comme on doit vivre dedans, eh ben, il faut vraiment... C'est comme si on voyageait dans le temps, c'est comme si on était dans notre capsule, quoi, et on invente le quotidien d'une femme à cette époque-là. Donc c'est vraiment un truc, enfin moi, pour moi c'était d'une femme... Et en plus, ce que je trouvais extraordinaire dans l'idée de faire parler une femme de cette époque-là, c'est qu'on n'a rien. On n'a rien. Il faut imaginer. Il y a un grand silence, mais pas que. Il faut imaginer des tonnes de choses, parce qu'on n'a rien. C'est-à-dire que Duby, donc j'ai lu du Duby, ces dames du 12e, c'est magnifique et tout. Et ben, Le Goff, Duby, c'est vraiment celui qui s'est passionné pendant 30 ans pour les femmes à l'époque médiévale. Lui, vraiment, c'est ce qu'il a cherché. Et il dit à la fin de sa vie qu'en fait, il n'a qu'entraperçu des ombres à travers les failles de l'histoire et qu'il n'y a rien.
C'est tellement... Et justement, Aliénor d'Aquitaine, tu parlais d'Aliénor d'Aquitaine, en fait, on n'a pas de traces écrites d'Aliénor d'Aquitaine. Alors que reine de France, reine d'Angleterre, elle est morte à quel âge? 80 et quelques années, enfin, une vie incroyable. Son père était un grand poète, donc forcément, elle écrivait. Il n'y a rien. Et son premier biographe, il a écrit 50 ans après sa mort, et c'était un homme. Et c'était un homme. Donc qu'est-ce qu'on sait d'Aliénor d'Aquitaine? Dans les mémoires de l'Antiquité, les seules mémoires dont on a trace et qui ont disparu, c'est les mémoires d'Agrippine. On sait qu'il y a eu les mémoires d'Agrippine. A pu. Disparu. Rien. Vous vous rendez compte, c'est tellement magnifique ce silence. Terrifiant, mais magnifique. Donc évidemment, nous, parce que c'est ce qu'a dit Duby aussi à la fin de sa vie, il a dit « il ne nous reste plus qu'à imaginer ». Et voilà. Et c'est là que nous, romancières ou romanciers, on arrive, on imagine. Et on vit là-dedans. Bon, on essaie de ne pas rester coincé. Oui, alors justement, il y a ce silence, mais aussi, on peut le compenser par des détails sur la vie quotidienne, parce que on a une école d'historiens très très prestigieuse en France, avec des personnalités, des historiens éminents, et donc on fait des recherches sur la vie quotidienne, parce que quand on la restitue, tout ce qu'on raconte, ça paraît encore plus vrai. Et donc, mais les petites choses de la vie quotidienne ne sont pas forcément dans ces livres universitaires. Il faut aller chercher, il faut aller dans les musées, il faut regarder les vitraux, il faut regarder plein de choses pour pouvoir reconstituer cette vie quotidienne qu'au passage, les enfants sont friands de tous ces détails parce que ça rend vivant, ça rend l'histoire vivante, bien sûr. Oui, c'est ce qui les attache à l'histoire, bah oui, juste des dates et des batailles. Mais bien sûr. Ça ne les intéresse pas. Ah, Ben, moi, l'histoire, en fait, je suis tombée, c'est un peu comme toi, tout à fait par hasard là-dedans. Si on m'avait dit que j'écrirais des romans historiques, j'aurais pas cru du tout. Et en fait, c'est un jour, on m'a confié, ça a commencé avec une histoire, La vie tranchée, sur la Première Guerre. J'étais à dîner chez des amis, et puis à la fin du dîner, ils m'ont donné un petit carton, et c'était marqué triste souvenir à conserver précieusement. Ils avaient trouvé dans leur grenier les dernières lettres, enfin 70 lettres, il y en avait quand même, d'un jeune homme qui était leur oncle paternel, grand-paternel en fait, qui était parti à la guerre en août 14, qui avait été mobilisé et qui était mort en mai 1915 sans avoir revu sa famille ni son jeune frère. Et donc il y avait toutes ces lettres et ils me disent, assez curieusement, ils me disent, on voit que toi que ça peut intéresser. Ça ne m'intéressait pas la guerre 14 du tout, mais je commence à lire les lettres et je tombe sur une lettre où il dit, en fait il écrit à ses parents, il dit le 66e régiment a subi un peu de dégâts lors de la bataille de la Marne. Alors, je ne connaissais rien de l'histoire, mais quand même je savais que la bataille de la Marne n'avait pas été très dure, voilà, qu'il y a eu beaucoup de pertes, donc je suis allée au service historique de l'armée de terre, et je suis allée voir le journal de marche de son régiment, et là ils racontent qu'ils sont partis à 6h du matin, ils ont été pris dans les bois, ils ont demandé la permission de se replier, on leur a refusé, exactement, ils ont l'ordre d'être dans les bois resthésie, et le soir il manquait 1350 hommes, sur un régiment qu'on compte à peu près 3000. Et lui, il dit à ses parents, on a subi un peu de dégâts. Et là, je ne sais pas, il y a une brèche qui s'est ouverte. Moi, je crois beaucoup à ce que tu disais, je n'ai pas des visions, mais il y a des choses qui s'organisent dans ma tête, qui font un écho, l'écho est tel que ça commence à ouvrir quelque chose en moi, qui prend toute la place. Et j'ai commencé à lire ça, je suis allée au service historique de l'armée de terre, j'ai regardé tous les courriers censurés, parce que je me suis dit, j'ai envie de parler de l'indicible, c'est-à-dire de ce qui ne s'autorise pas